comme ça me fait plaisir de vous retrouver et de vous recevoir ici, bien au chaud, dans mon atelier. Comment ça, vous ne me remettez pas? Probablement à cause de ce masque ridicule. Tanguy Jossic, votre professeur à l'école des Beaux-Arts à Nantes, comment allez-vous? N'auriez-vous pas envie, comme moi, de quitter pour un temps la grisaille de notre quotidien pour un peu de couleur? Du coup, je vous ai préparé un diaporama avec un certain nombre d'images qui vont nous permettre à la fois d'adopter un langage commun concernant la couleur, des images qui vont permettre aussi d'expérimenter notre système optique et nos perceptions liées aux couleurs. Et puis évidemment un certain nombre d'images émanant de registres très différents pour évoquer les différentes caractéristiques de la couleur et puis les contrastes dont on va pouvoir se servir pour hiérarchiser les informations dans un travail ou pour structurer une image comme on a envie de le faire. On va commencer ce voyage dans la couleur avec une petite expérience. Je vais vous proposer de regarder cette image qui est une photo de Jürgen Teller, photographe que j'aime beaucoup et qui a pris en photo là la chanteuse islandaise Björk avec son fils. Euh, et l'idée ici, c'est de fixer l'image en son centre pendant un certain nombre de secondes, sans bouger le regard. Et vous allez le voir au moment où je vais faire disparaître l'image, alors que vous gardez les yeux bien ouverts et que vous restez fixé sur le point central de l'image, eh bien, une autre image va vous apparaître, qui est celle en fait, qui est le négatif de celle-ci. Alors vous avez peut-être vu là pendant quelques secondes, on va recommencer si vous le voulez, vous avez vu sur cet écran blanc qui montre l'absence de cette image, apparaître l'image résiduelle de celle observée, mais en positif. Vous l'avez peut-être mieux observé cette fois-ci. Donc l'idée en fait, c'est que votre œil, vous le voyez, en étant confronté à des couleurs, eh bien créer d'autres couleurs. C'est ce qui se passe littéralement ici. Et votre œil, en fixant cette image, va fabriquer cette image. Et cette image va rester imprimée sur votre rétine sur un très court temps. Euh, on va expérimenter de la même manière autour de cette image ce qu'on appelle la persistance rétinienne, c'est-à-dire le fait que notre œil, quand il est confronté à une image ou à une couleur, eh bien, il crée une autre image ou une autre couleur. Il s'agit cette fois-ci de fixer le cercle rouge en son centre, donc sur ce petit point noir. Votre regard doit fixer ce point noir là sans s'en détacher. Et quand je ferai un décompte de 3 à 0, vous basculerez sur le cercle blanc pour pouvoir observer une nouvelle teinte. 3, 2, 1, 0. Et là, de manière plus durable, vous l'avez certainement observé, il y a un phénomène qui vous fait créer une pastille de bleu-vert. Euh, on regarde du rouge et notre œil fabrique du bleu-vert. Alors il y a une logique derrière tout ça. Cette logique, on l'explique via ce cercle chromatique que j'ai fabriqué et dont je parlerai plus dans le détail par la suite. Mais ce que vous observez déjà dans un premier temps sur ce cercle chromatique, c'est qu'il y a des cercles de couleurs qui sont entourés de noir, des grands cercles qui ne sont pas entourés de noir, et puis des plus petits cercles qui ne sont pas entourés eux non plus. Euh, bon, l'image qu'on a fixée précédemment, c'était une pastille d'oranger. Notre œil a fabriqué, vous le voyez, la couleur qui est diamétralement opposée à l'oranger, à savoir ici le cyan. Eh bien, il en va de même pour toutes les autres teintes. Quand notre œil focalise son attention sur du jaune, il fabrique du violet, qui est sa couleur diamétralement opposée. Quand notre œil est confronté à un objet vert,
et qu'on fixe du regard cet objet vert pendant un certain temps et qu'ensuite on déplace notre regard sur un mur blanc, eh bien nous allons voir cet objet se transformer en un objet, en une tache magenta, qui est sa couleur diamétralement opposée. On parle ici de complémentarité de la couleur, et j'y reviendrai évidemment tout au long de ce cours. Je vous confronte cette fois-ci à une image qui est une sorte de photo floue avec des taches de couleurs dégradées. Encore une fois, pour expérimenter la couleur et puis pour bien comprendre ce qui se passe exactement à la surface de notre œil quand on est confronté à des objets colorés ou à des images. Ce que je vous propose de faire cette fois-ci, c'est de fixer votre regard au centre de l'image, en un point, de ne pas cligner des yeux et surtout de ne pas déplacer votre regard. Et vous allez fixer ce point au centre de l'image pendant quelques secondes et vous allez expérimenter quelque chose qui est assez perturbant, qui est que les couleurs finissent par disparaître. Et l'écran que vous observez finit par se nimber d'un blanc assez égal d'un endroit à l'autre. À part quand vous déplacez le regard, et quand vous déplacez le regard, vous avez vu, vous retrouvez les couleurs initiales. Mais avec un peu plus d'insistance encore, fixez le centre de l'image, et vous allez tout de suite voir que les couleurs disparaissent. Ce qui se passe en fait sur l'image que je viens de vous montrer, c'est que votre œil, dans la perception de chacune des couleurs, fabrique la couleur qui est opposée, l'annulant par la même. Ça s'appelle le contraste simultané des couleurs, on aura l'occasion d'y revenir. Une autre image cette fois-ci, qui va nous confronter à une question. Je vais vous poser la question, en l'occurrence, de combien de couleurs vous observez ici sur ce document. Observez avec un peu d'attention cette image. Très naturellement et très rapidement, vous me direz, il y a ici deux couleurs, c'est-à-dire je vois un bleu clair, je vois ensuite un orangé, là, très éclairci, et puis dans le rectangle bleu clair, je vois une croix orangée éclaircie, et puis au contraire, dans l'aplat d'orangé, je vois une croix bleue. En réalité, ici, il n'y a pas deux, pas quatre, mais trois couleurs, puisque les deux croix auxquelles vous êtes confrontés ont exactement la même teinte et la même tonalité. Pour vous le prouver, vous allez regarder au centre de l'image, en haut des deux X, et je vais faire apparaître une petite barre qui relie les deux X et qui vous montre bien que les deux X ont exactement la même teinte. En fait, cette teinte, je l'ai créée en mélangeant à parts égales la couleur de gauche et la couleur de droite, ce qui me donne une teinte intermédiaire, et qui fait que, je reviens en arrière là, hop, vous le voyez, on a vraiment cette sensation là de transfert d'une couleur vers l'autre côté de l'image, mais en réalité, il n'en est rien. Les deux croix ont exactement la même teinte. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une zone de couleur confrontée à une autre zone de couleur a l'air différente, tout simplement. En fait, la teinte que l'on observe n'est jamais vraiment celle que l'on observe en fonction de la couleur à laquelle elle est confrontée. Même chose ici, une autre observation liée à la couleur. La question est combien de couleurs nous percevons ici sur cette image. La plupart d'entre vous répondront trois. Je vois trois teintes. Il y a du blanc, il y a un bleu désaturé sur la gauche, et puis il y a deux petits rectangles d'un brun, un brun éclairci. Une couleur qui pourrait évoquer une sorte de boue claire. Les plus téméraires diront non, là il y a bien quatre couleurs, c'est-à-dire que effectivement il y a ce bleu sombre, il y a ce rectangle blanc, et puis les deux rectangles n'ont pas la même teinte. Alors effectivement, il y a bien ici quatre couleurs.
il y a 4 rectangles avec 4 teintes différentes, mais à quel point les deux petits rectangles sont différents, ça, vous êtes très loin de l'imaginer. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais étirer virtuellement le rectangle de gauche vers le rectangle de droite, et vous allez voir à quel point ces deux teintes sont différentes. Là, il n'y a pas de tour de magie, hein, je n'ai pas sorti de baguette magique, j'ai juste en fait étiré le rectangle brun de gauche vers la droite, et vous le voyez ici, les deux brins sont très 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 différents. Alors qu'est-ce qui se passe exactement ici? Notre œil confronté à ce petit rectangle de brun sur la gauche, il perçoit un rectangle qui a l'air plus clair qu'il ne l'est, puisqu'il est confronté à un fond sombre. À l'inverse, sur le fond blanc, ce petit rectangle de couleur nous semble plus sombre qu'il ne l'est en réalité. Confronté à ce bleu sombre, ce rectangle de brun nous paraît plus orangé qu'il ne l'est dans la réalité, hein, pour la même raison que les images que je vous ai présentées précédemment. C'est ce qui explique en fait cet écart très important de ces deux couleurs au centre de ces deux rectangles. On va maintenant parler un peu plus en détail du cercle chromatique que vous avez déjà vu une première fois. Le voici donc, ce cercle chromatique, qui va me permettre de vous évoquer les quelques principes de base même de la couleur et de ses mélanges pour le peintre, hein. Pour le scientifique qui analyse la lumière, c'est encore autre chose. Moi, je vais vous parler ici de la perception de la couleur par le peintre, le dessinateur, la dessinatrice. L'informaticien et l'infographiste trouvera à peu près les mêmes résultantes, hein, bien que la couleur pour l'informaticien soit traversée par la lumière, donc c'est encore un peu différent. Mais les théories fonctionnent approximativement de la même manière, en tous les cas, dans ces différents champs de la création. Donc, comme je vous le disais, vous avez à la fois des cercles entourés de noir, des cercles qui ne sont pas entourés de noir. Il faut le savoir, c'est comme ça. Il y a 3 couleurs qui sont dites fondamentales, c'est-à-dire qu'on ne peut pas fabriquer par mélange d'autres couleurs. Et ces 3 couleurs fondamentales, elles sont représentées ici sur ce cercle chromatique, au travers de ce triangle qui relie les trois pastilles. On a tout en haut la pastille de jaune qui est entourée de noir. On a en bas à gauche le cyan, qui est le bleu, hein, dont on parle depuis qu'on est tout petit. Et puis il y a en face du bleu, par rapport à l'axe central de l'image, le magenta, qu'on qualifie depuis qu'on est tout petit finalement le rose. Alors les uns, les autres lui trouveront d'autres appellations, mais pour adopter un langage commun, ce qui sera important évidemment quand on voudra communiquer ensemble autour de la couleur, on parlera ici du magenta, du cyan et du jaune. En mélangeant à part égale 2 de ces couleurs entre elles, on obtient, vous le voyez, les pastilles qui sont entre chacune des primaires, à savoir le vert, l'orangé et le violet, qui sont des couleurs qu'on qualifie de secondaires. Voilà, on a les couleurs primaires, le jaune, le cyan, le magenta, qui mélangées à part égale nous donnent les couleurs secondaires. En mélangeant à part égale le cyan et le jaune, on obtient du vert. En mélangeant à part égale le jaune et le magenta, on obtient l'orangé. En mélangeant à part égale le cyan et le magenta, on obtient le violet. On a évoqué aussi la complémentarité des couleurs tout à l'heure, hein, avec le violet qui est la couleur complémentaire du jaune, le jaune étant aussi la complémentaire du violet. Le cyan et l'orangé sont 2 couleurs complémentaires. Le vert et le magenta sont aussi 2 couleurs complémentaires, hein, vous savez, c'est celles qu'on crée quand on observe une couleur. Entre les couleurs primaires et les couleurs secondaires, tout simplement, il y a les couleurs tertiaires, mais j'y reviendrai par la suite pour vous parler un peu plus dans le détail du prénom de chaque couleur. Alors attention, parce que dans le commerce, sur Internet, vous allez trouver tout type de cercles chromatiques, et bien souvent, ces cercles chromatiques sont faux, erronés ou incomplets. Même ceux qui nous paraissent comme ça de prime abord les plus complets qu'ils soient,
sont en réalité des cercles chromatiques qui ne sont pas à l'image de celui que je viens de vous montrer. Par exemple, ici, à gauche, vous avez un des cercles chromatiques les plus importants de l'histoire de l'art, qui est celui de Johannes Itten, qui est un théoricien de l'école du Bauhaus. Sur ce cercle chromatique là, qui a l'air tout à fait sérieux, vous le voyez avec sur le côté droit de l'image les couleurs primaires, les couleurs secondaires, les couleurs tertiaires, hein, ce que je viens de vous dire là à l'instant, vous le voyez que les couleurs primaires sur ce cercle chromatique ne sont pas les mêmes que sur mon cercle chromatique à moi. Alors voilà, c'est compliqué de se retrouver évidemment là dès qu'on cherche un cercle chromatique, vous allez le voir sur internet ou dans les magasins, ils sont tous différents, auxquels s'associer pour ne pas pécher ensuite dans l'exercice de la couleur. Celui de Johannes Itten, par exemple, regardez bien au centre de l'image. Alors je vais faire apparaître un petit curseur là. Comme ça, on pourra voyager un peu dans l'image. Vous voyez que les trois couleurs primaires chez Johannes Itten sont très éloignées de nos couleurs primaires à nous. Voire même le magenta de Johannes Itten, c'est notre orangé à nous. Hein. J'attire votre attention d'ailleurs que l'orangé, c'est bien cette pastille-là, hein, et pas celle-ci. De même que le violet n'est pas cette pastille-là, mais bien celle-ci. Je l'évoquerai tout à l'heure quand j'évoquerai justement les couleurs tertiaires, celles qui sont entre les couleurs primaires et les couleurs secondaires. Revenons donc au cercle chromatique de Johannes Itten. Vous le voyez bien en fait dans les trois couleurs primaires. Ici, cette teinte, en réalité, elle contient quasiment autant de magenta que de jaune. Ça ne peut pas du coup être une couleur primaire. Alors pour avoir analysé dans le détail ce cercle chromatique, je me suis intéressé à cette teinte-là. Cette teinte-là, elle contient même plus de jaune que de magenta. C'est dire en fait si l'écart est important. Pour notre bleu primaire, qui est censé être notre cyan ici, eh bien ce cyan-là contient en réalité une bonne part de magenta en lui. Ce qui fait que vous le voyez, il est un petit peu plus sombre. Alors dès le départ, ce cercle chromatique, du coup, il est faussé. Parce que comment on peut obtenir une couleur qui est entre le cyan et le magenta? Comment on peut obtenir ce violet si dans cette teinte-là, on a également du jaune? On n'obtiendra jamais en fait ce violet à partir du mélange de ces deux teintes ici. Alors vous voyez, il y a un certain nombre de choses qui sont justes là-dedans, c'est-à-dire que l'analyse est bonne, il y a bien des couleurs primaires, des couleurs secondaires, des couleurs tertiaires, il y a bien trois couleurs primaires et il y a bien trois couleurs secondaires, mais celles-ci ne sont pas les mêmes, et vous le voyez bien, hein, celui-ci manque de magenta. Et même cette teinte-là qui pourrait être la plus proche du magenta, vous voyez, celui que Johannes Itten appelle le rouge-violet, eh bien cette teinte contient un peu de bleu en elle, ce qui fait qu'il n'y a aucune teinte dans ce cercle chromatique qui est à 100% de magenta, comme nous l'avons ici. Un autre cercle chromatique, qui est celui d'un théoricien important, qui a édicté la théorie de la couleur au travers d'un livre qui s'appelle De la loi du contraste simultané des couleurs. C'est Michel-Eugène Chevreul, c'est marqué dessus, hein, vous le voyez au centre de son cercle. Michel-Eugène Chevreul, qui est un des théoriciens de l'époque des impressionnistes. Les impressionnistes ont du coup beaucoup regardé du côté de Chevreul pour bien comprendre le jeu des couleurs entre elles et les interactions qu'elles créent lorsqu'elles sont opposées. Regardons avec attention ce cercle chromatique. Hein. Pareil que pour Johannes Itten, vous ne trouverez pas ici, dans ce cercle chromatique, de magenta. Il n'y a pas non plus du cyan original, hein, celui-ci, qui, vous le voyez, est bien plus clair que tous ces bleus qui sont, on sera d'accord entre nous, hein, des bleus violets, puisqu'ils sont vraiment à cheval là sur le cyan et le violet. Pareil pour le jaune.
Aucun jaune n'est aussi lumineux sur le cercle de Chevreul que sur mon cercle chromatique sur notre droite. Alors bah, ça s'explique évidemment parce que à l'époque de Chevreul, hein, autour de 1860-1870 je crois, on avait des couleurs en tube, ou alors on fabriquait nos couleurs via des pigments qu'on broyait sur une plaque de verre avec de l'huile à l'époque pour en faire de la peinture. Dans la nature, en fait, on avait du mal à trouver un certain nombre de pigments qu'on peut aujourd'hui fabriquer de manière artificielle, hein, avec la chimie contemporaine, et obtenir de manière des couleurs plus pures. Voilà. À l'époque, on était obligé d'aller chercher dans la nature. On n'avait pas une chimie aussi sophistiquée qui nous confrontait là, à des couleurs aussi riches que celles qu'on peut avoir aujourd'hui. Et puis, évidemment, la science a beaucoup avancé aussi en matière d'observation liée aux couleurs. Et du coup, tous ces théoriciens qui se sont malgré tout appuyés sur des savoir-faire tangibles, aujourd'hui semblent un peu dépassés, ne serait-ce que quand on regarde leur cercle chromatique qui est la base de tout. Ce qui fait un peu plus peur, c'est que dans le commerce, on peut encore aujourd'hui acheter ce type de cercle chromatique. C'est toujours en plus assez cher. Alors voilà, c'est des cercles comme ça de papier avec une attache parisienne au centre. On tourne cette roue et puis on voit se correspondre les couleurs. Et puis on crée nos propres interactions. Sauf que bah, observez bien ce cercle chromatique recto-verso là. Pareil que pour le cercle de Chevreul et de Itten, nous n'avons ni magenta ni cyan dans ces deux cercles chromatiques. Alors bah, sans ces couleurs dites primaires, on ne pourra pas obtenir des couleurs secondaires pures, voilà, puisqu'on aura toujours un mélange de trois couleurs plutôt que de deux couleurs. Le revoilà notre cercle chromatique et on va le laisser pour un temps de côté pour parler des caractéristiques de la couleur. Chaque couleur en fait est comment dirais-je, chaque couleur peut être observée au travers de trois prismes. Ces prismes, ils sont la teinte de la couleur, sa tonalité, le ton, et enfin sa qualité. Chaque couleur est constituée de ces trois paramètres, de ces trois caractéristiques. Alors on va décrire maintenant chacune de ces caractéristiques pour enrichir notre vocabulaire. Et on va commencer évidemment par la teinte. La teinte, en gros, c'est le prénom de la couleur. C'est ce qui fait sa singularité, c'est sa spécificité même. Ici, sur ce cercle chromatique, vous avez 12 teintes différentes. Vous avez évidemment les 6 teintes primaires et secondaires, mais vous avez également les 6 autres teintes intermédiaires, les teintes tertiaires. Donc ça fait 6, ça fait 18, pardon, 18 teintes. Oui, c'est bien ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, c'est 12. Voilà, bon, je me suis gouré. Évidemment, il y a beaucoup plus de teintes que ça, hein, puisqu'en réalité, il y a aussi de nouvelles teintes entre chaque pastille de couleurs. Hein. Notre œil peut percevoir jusqu'à 10 000 teintes. C'est ce que disent les scientifiques. Alors attendez, je crois que j'ai un petit mot là-dessus. Hop là. Voilà. En peinture, il existe 3 couleurs primaires. Bon, on en a parlé. Le jaune, le cyan, le magenta. Qui ne sont pas obtenues par le mélange d'autres couleurs. L'artiste peut les utiliser et les mélanger pour composer l'ensemble de toutes les teintes. 10 000 teintes différentes sont perceptibles à l'œil. Dans ces teintes, évidemment, on va retrouver le jaune, le cyan, le magenta, le vert, l'orangé, j'ai pas dit l'orange, l'orange est un fruit, l'orangé est une couleur, et le violet, qui est, vous le voyez là, ce qu'on appelle nous le bleu sombre depuis qu'on est finalement tout petit. Hein. Pour adopter un langage commun, il faudra qu'on le nomme nous le violet.
Donc nous avons ces 6 teintes, et entre chacune de ces teintes, eh bien, il y a de nouvelles teintes, les fameuses teintes tertiaires. Et là, il sera assez simple finalement d'adopter un langage qui sera le même pour tous, en tous les cas si on a envie de se comprendre. Entre le vert et le jaune, eh bien, il y a tout simplement le vert jaune. Plutôt que de dire le jaune citron, alors de quel citron on parle, tout ça est assez imprécis, on dira le vert jaune. Si on a envie d'être encore un peu plus précis, si on sent que cette pastille contient plus de jaune que de vert, on pourra dire plutôt le jaune vert que le vert jaune. Vous voyez que c'est assez précis. Alors ce qui est précis évidemment pour ces 3 pastilles, le sera tout autant pour les autres. Par exemple, entre le vert et le cyan, on parlera du cyan vert ou du vert cyan ou du bleu vert ou du vert bleu. Cette pastille-là n'est pas la couleur turquoise. Hein. Turquoise, c'est la couleur d'une pierre, et chaque pierre a sa teinte, sera différente, contiendra un peu plus de cyan, un peu plus de vert selon les pierres. Et donc tout ça est assez imprécis. Turquoise, du coup, c'est pas précis. Vert bleu, bleu vert, ce sera tout de suite un peu plus précis. Entre le cyan et le violet, eh bien, il y a le bleu-violet, ou le violet-bleu, hein, comme on le sent. On peut aussi dire le cyan violet, le bleu violacé. Bref, tout ça, c'est à peu près la même chose. Alors, ce qui est intéressant en face du cyan et du violet, c'est qu'on a le jaune et l'orangé. Hein, alors, la plupart du temps, quand je présente ça en cours dans l'amphithéâtre, on me dit mais non, l'orangé c'est pas ça, l'orangé c'est ça. Non, en fait, ça c'est tout simplement le jaune orangé. Et la plupart du temps, on pense que ici c'est l'orangé. Alors même on dit l'orange. L'orange c'est un fruit. Et si on dit orange, c'est assez imprécis parce que les oranges n'ont pas toutes la même teinte. Il y a des oranges qui sont un peu plus jaunes, il y a des oranges qui sont un peu plus orangées, et du coup on pourra plutôt parler de jaune orangé ou d'orangé jaune. Entre l'orangé et le magenta, pareil, hein, magenta orangé. Alors à vous de voir là. Hein, c'est vrai qu'on on a tendance à garder le terme de rouge pour évoquer l'orangé. Moi-même, j'ai du mal à ne pas utiliser ce terme. Mais si on veut bien s'entendre, il faudra adopter ce même langage. Donc on a ici une pastille intermédiaire entre le magenta et l'orangé. En fait, le rouge, il est a priori entre ces deux teintes-là, entre l'orangé et le magenta orangé. Voilà. Entre le violet et le magenta, hein, je crois que c'est le seul que je n'ai pas encore fait, il y a le magenta violacé ou le violet magenta, cette pastille que les uns les autres appelleront pourpre. Puis il y a d'autres noms parce que les marchands, évidemment, dès qu'il s'agit de vendre toujours un peu plus de matériaux, eh bien, ils démultiplieront les appellations de ces différentes couleurs. S'ils peuvent vous vendre 5 teintes différentes plutôt que 2 qui permettraient d'obtenir ces 5 teintes, eh ben, ils vont le faire volontiers. Et ils redoubleront d'intelligence du marketing et parfois de poésie pour démultiplier les appellations du rouge cramoisi en passant du bleu des mers du sud et que sais-je. La couleur est caractérisée, vous l'avez vu, par une teinte, donc sa place parmi les autres sur le cercle chromatique, mais aussi par sa tonalité. Le ton d'une couleur définit, lui, son degré de clarté. On parlera d'un bleu clair et d'un bleu foncé. Eh bien, quand on aborde le bleu clair, le bleu foncé, il s'agit de la tonalité du bleu. Vous voyez ici sur la gauche différentes tonalités de vert. Ici, j'ai pris le vert des basiques, le vert couleur secondaire, et je l'ai mélangé à plus ou moins de blanc pour obtenir différentes tonalités de vert. Sur la droite,
j'ai utilisé ce magenta, la couleur primaire, que j'ai mélangé à du blanc pour obtenir le magenta éclairci, et que j'ai mélangé au noir pour obtenir un magenta assombri. Donc la couleur, c'est une teinte. Ici, il y a deux teintes, vous le voyez, il y a le vert, le magenta, mais dans ce vert, dans ce magenta, il y a différentes tonalités, claires ou sombres. La troisième caractéristique d'une couleur, c'est sa qualité. Sa qualité, c'est sa pureté, en quelque sorte. On dit d'une couleur qu'elle est pure ou impure, qu'elle est saturée ou désaturée. Quatre exemples du coup au travers d'un même nuancier. Sur la gauche, vous avez des couleurs saturées, c'est-à-dire des couleurs qui sont au maximum de leur potentialité. Ce sont des couleurs qui sont pures. Vous ne pourrez pas obtenir un magenta aussi pur que celui-ci. Alors il y a en plus ici des couleurs qui sont des couleurs du peintre, mais aussi des couleurs d'informaticien. Vous voyez ce magenta. En fait, ce magenta, on ne peut pas l'obtenir comme ça par le mélange des couleurs sur la palette, mais par contre, on peut l'obtenir sur un écran d'ordinateur. Et il est beaucoup plus brillant, vous le voyez, celui-ci que celui-là, parce que ici, en fait, il est traversé par la lumière. Hein, par votre écran, la lumière qui traverse l'écran, là, vous restitue une couleur qui est proche, en fait, d'une couleur qu'on regarde au travers d'un vitrail, par exemple. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, d'une couleur qu'on réalise sur la palette, hein, et qui n'est pas transpercée par la lumière. Vous avez ce même nuancier sur la droite de l'image qui a été désaturé. Et donc, vous le voyez, hein, déjà, les couleurs sont moins pures que sur la gauche. Ces couleurs ont été désaturées de trois manières différentes. Tout d'abord, en mélangeant à chacune des couleurs du blanc, on obtient ce nuancier ici. Le deuxième nuancier a été mélangé à du noir. Donc on a des couleurs assombries là, hein, alors qu'on avait juste à côté des couleurs éclaircies. Et puis tout à fait sur la droite de l'écran, vous avez ce même nuancier qui a été désaturé, rabattu, cassé, c'est ce que dit le peintre, hein, il dit rompre une couleur, casser, désaturer, rabattre, ici par du gris. On peut aussi désaturer une couleur en y mélangeant un peu de sa couleur complémentaire. On obtiendra en fait à peu près la même chose que l'on obtient ici avec le gris. Je vais vous montrer maintenant quelques exemples en images d'artistes qui utilisent des couleurs saturées et des couleurs désaturées. On va commencer par le travail de l'illustrateur Stephen Widmer, qui est un illustrateur que j'aime beaucoup, qui travaille surtout pour le net, pour Internet. Pour la toile. Il est illustrateur en fait en faisant des gifs animés. L'idée en fait d'être illustrateur aujourd'hui sur Internet, c'est de pouvoir justement ajouter à son image soit du mouvement, soit du son. Lui évidemment, il profite des couleurs de l'informaticien là pour nous renvoyer des teintes très pures à la manière des vitraux dont je parlais précédemment. Il utilise la gamme des couleurs qu'utilise l'informaticien pour se faire repérer là dans la jungle d'Internet. La plupart du temps, il utilise des couleurs très saturées du coup dans ses images, ce qui va venir teinter en fait un article qu'il va illustrer là d'une belle manière. Dans cette bande dessinée de Vincent Bernière au scénario et Frédéric Poincelet au dessin, Véronique Doré, qui est la coloriste de ce livre qui s'appelle Le Château des Ruisseaux, utilise un nuancier de couleurs très désaturées pour évoquer un monde un peu désincarné. Voilà, en fait, ce livre parle de rémission. Il parle de gens qui essayent de se sortir d'addiction à la drogue ou à l'alcool. Et du coup, dans ce livre, les teintes sont toutes beaucoup plus claires que dans la réalité, beaucoup plus désaturées aussi, comme pour dire de chacun de ces personnages qu'il a perdu un petit peu de sa vitalité.
Dans cette grisaille légèrement rehaussée de couleurs par des glacis de Jérôme Bosch, on a bien un nuancier très rabattu. On n'a quasiment aucune couleur pure, aucune couleur saturée. On a quelques couleurs désaturées, et puis ensuite on a ce qu'on appelle des gris colorés, et on a aussi parfois des gris achromatiques, mais j'y reviendrai par la suite dans mon cours. Oups, là, au centre de l'image, il y a ce petit personnage qui fait pipi derrière un mur. Vous ne l'aviez pas vu? Et le voilà. Dans les très belles peintures de petit format de Giorgio Morandi, il y a aussi cette volonté très particulière de dire la lumière au travers d'un nuancier de couleurs très désaturé et parfois très éclairci. Alors c'est lié en fait à la configuration de son atelier, hein, et au fait que l'artiste cherche une luminosité très particulière dans chacune de ses compositions. On va en regarder trois ou quatre, et vous allez le voir, il y a toujours cette palette là qu'on lui reconnaît volontiers de couleurs désaturées, de gris colorés et de gris achromatiques. Ça, c'est une photo de son atelier. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit tout son petit bazar. Ce qu'on ne voit pas, en fait, c'est que la lumière émane d'une fenêtre, que l'artiste aime, comment dirais-je, euh, aime tamiser en fermant plus ou moins les volets pour obtenir des colorations différentes d'une peinture à l'autre. Alors on le voit bien par exemple ici dans cette très belle composition, il n'y a plus aucune couleur claire, il n'y a plus aucune couleur sombre. Euh, Tout est figé dans une sorte de camailleux de couleurs rabattues. Il y a très peu de contraste. Ça fait partie là, des œuvres de Giorgio Morandi que j'aime beaucoup. Une dernière pour la route, un peu plus sombre, vous le voyez. Pareil, hein, on voit bien qu'il y a une intensité lumineuse là qu'a cherché l'artiste. Il y a un peu cette même gamme de couleurs dans les peintures minimalistes et très radicales de Wilhelm Hammershøi, qui est connu pour peindre des intérieurs d'habitation. Le personnage que vous voyez ici est sa femme, vue de dos. Après avoir évoqué la teinte, le ton et la qualité des couleurs, on va parler des nuances. Alors les nuances, je vous ai fait un petit visuel là qui va vous permettre de bien comprendre. Les nuances d'une couleur, en fait, sont liées à la fois à sa tonalité, à sa qualité, mais aussi à sa teinte. Ici, par exemple, vous voyez différentes nuances de bleu. Et vous le voyez, sur la gauche, il y a bien un bleu clair, un bleu sombre. Il y a en haut différentes tonalités de bleu éclaircies par le blanc. Il y a au milieu, en bas, différentes qualités de bleu. On a affaire ici à des bleus plus ou moins saturés, des bleus plus ou moins désaturés. On a même des gris bleus. Et puis sur la droite parfaitement, vous avez différentes teintes de bleu, à savoir le bleu cyan qui est en bas à droite, un bleu vert qui est en bas à gauche, et puis un bleu violet qui est en haut. Donc vous le voyez ici, hein, il y a bien différentes teintes de bleu, différentes tonalités de bleu. On parle du coup de nuances. On peut considérer qu'en divisant le cercle chromatique en deux parties, on va se retrouver confronté à une palette de couleurs chaudes et une palette de couleurs froides. Je vous ai fait un autre petit rectangle coloré là pour qu'on se situe un petit peu là dans la température des couleurs. Vous avez à gauche des couleurs chaudes, à gauche des couleurs froides. Alors les couleurs chaudes tournent autour de l'orangé, des rouges, du magenta. On a aussi ici des bruns qui sont des bruns chauds,
des brins teintés soit de magenta, soit de jaune. Bon, on a évidemment le jaune qui fait partie des couleurs chaudes. Et puis sur la droite de l'écran, vous avez des couleurs froides qui s'étendent du bleu au bleu vert, en passant par le bleu violet. Alors dès lors que le vert contient plus de jaune que de bleu, évidemment, on ne sait plus tout à fait où se situer dans les couleurs chaudes ou froides. La différence en fait qu'on peut admettre entre deux couleurs complémentaires et des couleurs chaudes et des couleurs froides, c'est que couleur chaude, couleur froide, on oppose en fait un certain nombre de couleurs entre elles, ce qui n'est pas le cas évidemment de l'opposition simple d'une couleur primaire à une couleur secondaire. Bon, ce qui va être intéressant maintenant, c'est que je vais vous donner les quelques trucs et astuces pour diriger notre regard dans une image, dans un travail plastique, au travers de l'usage de l'un ou plusieurs des 7 contrastes possibles en couleur. Ces 7 contrastes, ils sont d'abord le contraste de couleur en soi. En deux, nous avons le contraste de valeur, que moi j'appelle volontiers le contraste clair-obscur, voilà, comme ça c'est plus parlant. Il y a ensuite le contraste de qualité, qui voit s'opposer des couleurs saturées et des couleurs désaturées, mais je vais y revenir avec des exemples. En quatrième, nous avons le contraste de quantité. En cinquième, nous avons le contraste des couleurs complémentaires. En sixième, le contraste chaud-froid. Et enfin, le contraste simultané des couleurs, qui est certainement le plus complexe à comprendre. On en a déjà parlé tout à l'heure sans évoquer le terme, et on va le voir plus en détail avec quelques exemples de peinture par la suite. Alors on va d'abord aborder le contraste de la couleur en soi. Que dit-il ce contraste de couleur en soi ? Johannes Itten, lui, il dit que des couleurs pures rassemblées entre elles créent un contraste multicolore. Il est amplifié par l'usage des 3 couleurs primaires. Il évoque les impressionnistes qui juxtaposaient souvent dans un même tableau du rouge, du jaune et du bleu. Alors même avant de parler de contraste de la couleur en soi, il convient de définir le terme même de contraste. Il y a contraste lorsque 2 couleurs s'opposent et se mettent en valeur réciproquement. L'expressivité du coup d'un contraste résulte de la confrontation de 2 couleurs qui sont éloignées sur le cercle chromatique, bien qu'il y ait possibilité évidemment de créer un contraste avec 2 couleurs qui sont assez proches sur le cercle chromatique, mais ce contraste sera évidemment moins expressif. Quand on oppose par exemple un jaune à un orangé, le contraste est moins saisissant qu'en opposant le violet à ce même jaune. Alors le contraste de couleur en soi, c'est le contraste le plus simple à comprendre. C'est celui qui voit s'opposer des couleurs qui ont une appellation différente, tout simplement. Et comme dans la réalité il y a toujours des couleurs différentes qui nous entourent, eh bien il y a toujours contraste de couleur en soi. Il y a dans la peinture du néoplasticien Piet Mondrian la volonté là, de créer des contrastes via 3 teintes qu'il utilise la plupart du temps, un orangé, un jaune et puis un bleu-violet. Alors on a souvent dit de Piet Mondrian qu'il utilisait les couleurs primaires, mais c'est parce qu'à une certaine époque on ne savait pas encore quelles étaient réellement les couleurs primaires, que sont le magenta, le jaune primaire et le bleu cyan. Ici, on n'a pas les couleurs primaires, on a bien des couleurs qui sont des couleurs secondaires et qui sont opposées la plupart du temps au noir et au blanc, hein, qui permet de structurer les espaces abstraits de Piet Mondrian. Que vous dire d'autre sur cette peinture de 1921 ? Pas grand-chose. Il faut lire sur le travail de Piet Mondrian. Il faut voir aussi le parcours qu'il fait depuis la peinture classique de paysage jusqu'à ce qu'on a appelé le néoplasticisme. Et puis des peintures très, très vivantes à la fin de sa vie, là, dans lesquelles il ne met plus en place ce système là, de barres noires. Il y a bien ici des couleurs différentes, hein, on peut les nommer même ces couleurs, donc il y a bien contraste de couleurs en soi.
Dans les peintures plus récentes de Ian Davenport, un artiste anglais, on voit bien qu'il y a une vibration de la couleur qui se joue par des teintes très différentes. Il oppose souvent d'ailleurs des teintes qui sont diamétralement opposées sur le cercle chromatique pour créer cet effet de vibration si particulier. Le travail de Ian Davenport consiste à faire couler de la peinture sur la surface de sa toile, alors soit à la verticale, soit à l'horizontale, hein. Là, c'est une peinture qui a été réalisée à la verticale, et il a certainement ensuite bougé un peu sa toile, ce qui explique, là vous le voyez, ces aléas dans le bas de ce carré de peinture. Ce sont en général des peintures grand format que réalise l'anglais Ian Davenport. Le sculpteur, lui aussi anglais, Gary Webb, s'amuse dans son travail à toujours utiliser des teintes différentes. L'idée, en fait, c'est de ne jamais utiliser les mêmes couleurs pour éviter pour éviter l'idée de signer son travail par la couleur, comme ont pu le faire des artistes comme Picasso dans sa période bleue, par exemple. Lui a décidé de ne jamais utiliser la même teinte. Alors c'est un protocole qu'il met en place dans son travail de sculpture abstraite. Moi j'aime assez les formes sculpturales de Gary Webb, là. C'est à la fois très maîtrisé en termes de matériaux employés. C'est très ludique aussi dans les couleurs qu'il met en place. Et puis il y a ce jeu là que je trouve très intéressant là, de se dire chacune de mes sculptures sera différente parce qu'à chaque fois j'utiliserai des couleurs différentes. Il utilise aussi évidemment des matériaux là très différents et qui restituent des teintes sous des prismes variés. Voilà, la transparence, la matité, la brillance créent des interactions avec la couleur très particulières. On reconnaît assez facilement là, ces sculptures les plus récentes, hein, à Gary Webb, on dirait des espèces de saucisses knacky là, qui ont été teintées avec des laques très brillantes. Voilà. Puis des sculptures abstraites qui pourraient évoquer des formes connues dans la réalité, mais l'idée c'est de briser les codes en ne figurant rien de particulier et en ne racontant, en tentant d'évincer la narration de chacune de ces sculptures. Une peinture d'Yves Klein et de son fameux International Klein Blue, une sorte de bleu-violet, hein, celui que le marchand aime appeler le bleu outre-mer. Et bien ici, c'est un contre-exemple, c'est-à-dire que dans la peinture monochromatique de Yves Klein, il n'y a pas de contraste de couleur en soi, puisqu'il n'y a qu'une couleur. Il n'y a guère que dans le cadre du monochrome, du coup, qu'il n'y a pas de contraste de couleur en soi. Alors évidemment, hein, on peut se poser la question du contraste que ce rectangle bleu forme avec les rectangles blancs successifs du cadre et du mur. Il y a bien là un contraste, mais quand on s'arrête à la surface du tableau, il n'y a pas de contraste de couleur en soi, puisqu'il n'y a qu'une seule et même couleur. Il n'était pas le premier d'ailleurs à réaliser un monochrome de bleu, puisque bien avant lui, l'artiste, poète, humoriste Alphonse Allais avait créé ce monochrome bleu qui s'appelle Stupeur de jeune recrue, apercevant pour la première fois ton azur, ô Méditerranée. Le deuxième des 7 contrastes est celui qu'on appelle le contraste de valeur et que moi je nomme assez facilement le contraste clair-obscur. Je trouve que c'est plus parlant que le contraste de valeur. Que dit-il ce contraste de valeur ou contraste clair-obscur? Il dit tout simplement que des couleurs claires et sombres sont employées simultanément dans l'intention de faire une opposition entre la lumière et l'ombre. Ce contraste est très utilisé dans tous les domaines de la création, et en particulier dans la peinture pour produire des effets de clair-obscur. On va voir du coup quelques-uns des artistes qui manipulent avec brio ce contraste. Bon, évidemment, dans la peinture de l'américain Edward Hopper, hein, il y a souvent cette opposition entre couleur claire et couleur sombre.
comme dans ce Night Hawks bien célèbre. Dans les études de parties de cadavres de Géricault, qu'il réalise en amont de son radeau de la Méduse, il utilise volontiers des couleurs sombres pour focaliser toute notre attention sur les couleurs désaturées de ces parties de cadavres éclairées par une lumière la plupart du temps très crue. Avec la même violence, le Caravage dans cette peinture absolument saisissante de Judith qui décapite Holoferne, on a ce même rapport là de la lumière et de la lumière à l'ombre. L'artiste évidemment ici ne cherche qu'à dire l'horreur du geste que commet Judith en tranchant la gorge d'Holoferne là pendant son sommeil. Tête que la servante s'apprête à accueillir dans un sac. Tout est magnifié ici par le contraste clair-obscur, de la moue boudeuse de Judith à la bouche ouverte d'Holoferne, là, dont le cri a certainement été coupé par le tranchant de la lame de Judith. Nous avons ici une belle composition d'Alexei Adamov, qui moi me renvoie directement aux peintures de Pierre Soulages, qui, vous le savez, magnifie le noir par la lumière dans des compositions un peu moins récentes que les dernières, dans lesquelles il utilise surtout le noir, et puis la brillance du noir pour évoquer des blancs très, très fins. Au début de sa démarche, il oppose volontiers là, des espaces de couleurs claires, tels que des blancs, des jaunes, à des rectangles et à des traces noires et noires colorées. Dans les bandes dessinées de Charles Burns, et en particulier dans son Black Hole, l'artiste manie avec froideur le noir de son encre pour tailler des volumes très particuliers dans les personnages qui habitent ce livre magnifique, Black Hole, que je vous recommande si vous ne l'avez pas lu. Dans les bandes dessinées très colorées de Bret Evans, il y a aussi ce rapport très particulier de l'ombre à la lumière. Il y dépeint une vie nocturne très mouvante et émouvante d'ailleurs, et on va le voir au travers de quelques exemples. L'artiste travaille lui à l'aquarelle. Quelques livres à vous recommander, les Noceurs, qui est qui est un de ses premiers livres. Moi j'aime beaucoup aussi son récit qui s'appelle Panthère. Mais tous ces livres sont de purs bijoux, à l'image de cette affiche réalisée en écho en fait des jeux de rôle Warhammer. Un chorégraphe qui s'appelle Dimitris Papaioannou, un chorégraphe que j'aime vraiment beaucoup et qui joue avec avec le noir du plateau pour recomposer des scènes tout à fait étranges et saisissantes. Ici, vous le voyez, un corps qui est partiellement reconstruit à partir de plusieurs corps. Il faut voir tout ça s'animer sur le plateau, c'est absolument magnifique. Dans les compositions photographiques très soignées, proches de peinture de Gregory Crewdson, il y a aussi cette volonté de structurer ces images par l'ombre et la lumière qui va diriger notre regard ici irrémédiablement vers l'embrasure de la porte de cette caravane qu'un jeune homme semble regarder avec insistance. Tous les espaces de Gregory Crewdson sont des espaces anxiogènes, comme des tableaux d'une vie sociale arrêtée, inanimée,
Il y a toujours un drame qui se trame dans ces images qui sont réalisées avec les moyens d'un plateau de cinéma, hein. L'artiste travaille la plupart du temps dans des décors naturels. Il ne fait que composer ces espaces avec différentes lumières. Il peut faire tomber de la pluie ou de la neige uniquement pour un cliché. Voilà, il existe un reportage assez complet sur le travail de Gregory Crewdson sur Internet. Je pourrais peut-être vous trouver le lien et le mettre à proximité de cette vidéo. Une autre image. Cette image, elle est intéressante parce que là où on avait des personnages clairs qui se détachaient sur un fond sombre, on a ici, au contraire, un personnage sombre qui se détache sur un fond clair. Et ça, c'est important parce que la plupart du temps, quand on parle de ce contraste de valeurs, on pense au Caravage, on pense à de la tour, on pense en fait à un peu de lumière dans beaucoup d'ombre. Euh, Ce contraste clair-obscur, ce contraste de valeurs, il fonctionne aussi dans l'autre sens. Regardez comme ici, ce contraste fonctionne. Notre œil est irrémédiablement attiré par cette pie dans un champ enneigé par Monet qui va donner son nom à l'impressionnisme. Dans cette autre peinture de Peder Séverin Kreuyer, on a ce même effet. Notre œil est attiré par les parties les plus sombres de l'image, alors que le nuancier de la peinture se fait plutôt dans une gamme de couleurs éclaircies. Voilà pour le contraste clair-obscur, ou le contraste de valeur. Le contraste de qualité, eh bien, c'est celui qui voit s'opposer des couleurs désaturées et des couleurs saturées. Avant de regarder des images d'artistes, une petite explication sur les 4 qualités différentes de la couleur. Vous avez ici 4 nuanciers de couleurs, avec à gauche des couleurs saturées, on les a déjà vues tout à l'heure. Vous avez en deuxième nuancier des couleurs désaturées. Vous le voyez, sur ce nuancier, on peut encore nommer les teintes observées. On peut parler du bleu, on peut parler du vert, on peut parler du magenta, on peut parler des jaunes que l'on voit, mais on le voit bien, ceux-ci sont beaucoup moins vifs que dans notre premier nuancier de couleur saturée. Le troisième nuancier, lui, est plus difficile à décrire lorsqu'il s'agit d'évoquer les teintes observées ici. C'est plus complexe. Nous tombons ici en fait dans les gris colorés. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des gris qui nous font face, mais dans ces gris, on le voit, il y a encore quelques teintes qui subsistent. Il y a du coup des gris chauds, des gris froids. Parfois, on a du mal à distinguer un gris bleu d'un gris vert, un gris violet d'un gris magenta, mais vous le voyez, c'est encore possible. On n'est plus du tout ici dans des couleurs qui sont uniquement des couleurs désaturées qu'on va pouvoir définir par leur nom. Nous sommes ici dans des gris colorés ou gris chromatiques. Et puis enfin, dernier nuancier, quatrième, celui qui est sur la droite, vous avez ici ce qu'on appelle une palette de gris achromatiques, c'est-à-dire des gris qui n'ont pas de couleur. Il y a contraste de qualité lorsqu'on oppose 2, 3 ou 4 de ces qualités dans une image, dans une sculpture ou une autre production artistique. On va en voir quelques exemples. Chez l'illustratrice et autrice de livres pour enfants Roxane Luméret, il y a souvent des palettes de couleurs très savantes. Dans cette série d'images, elle fait surgir par un jeu de couleurs plus ou moins saturées et désaturées des motifs dans un ensemble de gris achromatiques. Vous le voyez ici, la plupart des gris observés sont des gris qui ne sont pas teintés.
Vous le voyez, il y a aussi dans cette image des couleurs désaturées et puis des couleurs saturées, hein. Vous voyez la petite tache de rouge, par exemple, ici, hein, qui attire notre regard. Et bien cette opposition-là forme bien le contraste de qualité. Même chose ici, hein, du coup, il est assez simple de manipuler le regard du spectateur pour le diriger sur une partie de l'image en utilisant ce contraste. C'est un contraste qui a été beaucoup utilisé par les communicants, les publicitaires, pour mettre en valeur un produit, hein, rien de tel qu'utiliser des couleurs saturées dans un ensemble de couleurs désaturées. Dans cette bande dessinée de Julien Nil de la série Loup, on voit bien que l'artiste là oppose des jaunes orangés à un camailleux de gris coloré ou de couleurs désaturées. L'idée ici, c'est évidemment de faire que le regard va fixer toute son attention sur les petites taches de couleurs saturées au profit de ces grandes zones de couleurs désaturées. Même chose ici, hein, avec l'idée de créer un dialogue visuel avec la chevelure de la petite Lou et la pince de cette grue destructrice d'autobus. Nous avons aussi chez Paul Klee un jeu savant autour des teintes saturées et désaturées. Et vous le voyez, ce jeu particulier a l'effet de faire remonter à la surface les couleurs pures par rapport aux couleurs désaturées, rabattues. Ici, les orangés semblent beaucoup plus proches de nous que les bleus, les violets, qui ont fait l'objet d'une désaturation, d'un assombrissement même par le noir. Dans cette autre composition de Paul Klee, très musicale, comme souvent, vous le voyez, il y a une palette là de couleurs très étendue, des gris colorés en passant par des teintes désaturées, et à certains endroits, les couleurs les plus pures, les plus saturées, semblent remonter à la surface du tableau. Dans cette bande dessinée de la jeune israélienne Rutu Modan, qui s'appelle Exit Wounds, on voit à quel point la couleur a une importance et une incidence sur notre regard. Exit Wounds, ça veut dire la plaie de sortie. C'est un terme médical qui évoque la déchirure qu'occasionne une balle en sortant d'un corps. En fait, une balle, quand elle rentre dans un corps, laisse une trace très nette à son entrée, mais crée des déflagrations terribles lorsqu'elle en sort. Exit Wounds, c'est le nom d'un livre qui parle du conflit israélo-palestinien, et dans lequel on va suivre ce personnage-là qu'on voit agenouillé ici, en gare routière des Hadera. En fait, il y a eu un attentat dans cette gare. Il y a un personnage qui visiblement est décédé. Je ne vais pas aller plus loin dans l'histoire, je vous recommande la lecture par contre de ce très beau livre. Mais on le voit bien ici, l'artiste structure son image par la couleur. Vous voyez que dans cette première image, 3 personnages nous apparaissent d'emblée. Ce sont les 3 personnages les plus saturés, dans un ensemble de couleurs, vous le voyez, désaturées. Pourtant, il y a dans cette image des personnages qui, en termes de surface, sont plus importants, vous les voyez ici, ce groupe de personnages, que celui-ci. Le contraste de qualité va nous amener à regarder en premier lieu ces 3 personnages traités en couleurs saturées. Alors c'est dire vraiment l'importance de ce contraste qui ici automatise, je dirais, notre regard. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'artiste met en valeur dans son image 3 personnages. Un personnage qui montre l'omniprésence des armes à feu sur le territoire israélien,
On a une personne ici lambda, j'ai envie de dire, qui traverse la gare, qui a un sac à dos, qui pourrait être le suspect. N'importe qui peut finalement avoir une bombe dans son sac. Et puis on a derrière là ce personnage qui est en train de déposer un bouquet de fleurs dans mon souvenir sur cet hôtel dédié à la perte de quelques personnes qui ont été tuées dans cet attentat. Oui, non, autre chose quand même d'assez intéressant là en termes de couleur sur cette image. Vous le voyez en fait, la couleur des traits euh, pour le décor a été teintée de lignes qui sont plus claires que les lignes noires qui entourent les trois personnages que notre œil va aborder. Ça c'est intéressant hein, pour structurer les différents plans d'une image dans un dessin ou dans une bande dessinée. On peut évidemment teinter le trait hein, pour évoquer là justement la profondeur d'un décor. Ça va de pair avec cette image justement où vous voyez qu'il y a vraiment une sensation, une illusion de la profondeur qui est assez importante. Et ça, on le joue souvent avec le contraste de qualité. Parce que dans la réalité, ce que l'on observe quand on est face à un paysage, ce sont effectivement différents plans qui sont désaturés au fur et à mesure qu'on s'éloigne du premier plan. C'est ce que vous voyez dans cette image avec un premier plan et des couleurs plutôt saturées, hein, des verts et des rouges, des orangés très vifs. Et puis plus on s'éloigne vers l'arrière-plan, plus les couleurs s'éclaircissent et perdent de leur saturation. Ils ont tendance même à bleuir. On tire les couleurs des quatrièmes, des cinquièmes, des sixièmes plans là vers des gris colorés et des gris colorés de teintes plutôt froides. Voilà, c'est l'atmosphère hein, qui nous restitue ces teintes si particulières. Du coup, en fait, c'est un truc dont on peut se servir quand on veut creuser l'écart entre deux plans dans une image. On aura intérêt à utiliser ce jeu des couleurs saturées opposées à des couleurs désaturées. Nous arrivons au quatrième contraste, me semble-t-il, le contraste de quantité. Que dit-il le contraste de quantité? Il dit tout simplement que des effets de couleurs sont créés en modifiant la dimension des surfaces colorées. Pour exemple, on pose une petite tache colorée au milieu de l'étendue d'un aplat uni d'une autre couleur. On obtient ici un contraste de quantité. Alors quelques exemples pour cette bien fameuse toile de Monet, Impression Soleil Levant, l'artiste utilise bien ce truc pour diriger notre regard vers ce soleil incandescent là. Il utilise une petite quantité de couleurs dans un ensemble d'autres teintes pour attirer notre regard. Alors il y a d'autres contrastes hein, ici qui se jouent évidemment. Hein. Le contraste de qualité est bien présent avec, vous le voyez, des gris colorés, des couleurs désaturées confrontées à ce rouge orangé éclairci qui attire notre vision. Dans cette illustration pour la couverture d'un de ses livres, Manuel Fior utilise là une toute petite touche de bleu qui se découpe dans un rayon de lumière. C'est le bleu éclairci du casque de deux jeunes hommes là, qui semblent s'amuser sur une mobilette. Une succession maintenant de quelques planches tirées d'une bande dessinée qui s'appelle Pour l'Empire de Merwan Chaban et Bastien Vives, magnifiée par les couleurs de Sandra Desmazières, qui est une coloriste très intéressante. Ici, le contraste de quantité est assez saisissant, vous allez le voir. On suit la course folle d'une femme qui essaye d'échapper à la brutalité d'un homme qui la suit dans une course effrénée. Et donc ces petites taches de couleur vont évidemment nous attirer d'une case à l'autre jusqu'au dénouement de la séquence. Une empoignade musclée
qui voit les deux personnages là au corps à corps. Alors ici, le contraste n'est pas uniquement le contraste de quantité, hein, il y a bien d'autres contrastes, mais je trouvais que l'exemple était intéressant à vous montrer. Dans les peintures d'Alex Roulette, il y a souvent une petite tache de couleur qui est opposée et qui met du coup en valeur le reste du décor. Le bleu-vert ici de l'eau, le bleu de la voiture au milieu de l'image. Évidemment ici, hein, la piscine, et puis la petite maison bleue. Alors vous le voyez en fait ici, hein, les deux petites touches de couleur relient d'une certaine manière les deux éléments de l'image. C'est ainsi qu'on peut raconter aussi des choses, hein, à l'intérieur d'une image. Comme le fait Bruegel ici dans ce tableau qui s'appelle La chute d'Icare. En fait, ce tableau, c'est une blague, c'est une boutade. Il s'appelle La chute d'Icare. Et ce qu'on y voit là, ce sont des paysans, enfin c'est un paysan et un homme qui mène un troupeau, un troupeau d'animaux ici, là. En fait, notre œil est scotché là par cette tache rouge qui nous dirige directement là, vers ce personnage au premier plan. Alors la chute d'Icare, bah, c'est tout simplement que Icare, il est là. En fait, il est dans un petit coin de l'image. Il vient certainement de tomber à la surface de l'eau, là, du ciel. Cette couleur rouge nous détourne finalement du centre d'intérêt euh, que, que, que Bruegel dissimule habilement là, par ce jeu de couleurs. On va maintenant aborder un contraste qui a été beaucoup utilisé par les peintres impressionnistes, mais pas que, on va le voir avec d'autres exemples, c'est le contraste des couleurs complémentaires. Vous vous en souvenez, deux couleurs diamétralement opposées sur le cercle chromatique sont des couleurs complémentaires. Ces couleurs se mettent réciproquement en valeur. Des peintres, bien avant les théories de Michel Eugène Chevreul et des impressionnistes, sentaient déjà, avaient l'instinct de cette complémentarité des couleurs. Chez Van Eyck, par exemple, il n'oppose pas par hasard le vert de cette tenue au rouge orangé du décor. Il le fait dans le but de mettre réciproquement en valeur les deux couleurs et de focaliser notre attention sur le personnage féminin. Il s'agit d'une peinture qui s'appelle Le couple Arnolfini. Les impressionnistes, comme j'en parlais, se sont emparés de ce contraste des couleurs complémentaires, diamétralement opposées sur le cercle chromatique, pour faire vibrer la couleur. Puisque vous vous en souvenez, notre œil confronté à une teinte crée sa complémentaire. Du coup, en fait, en opposant deux couleurs complémentaires sur le tableau, on obtient une vibration qui est très particulière. On la ressent particulièrement ici, là, dans ce champ de coquelicots de Monet, ici aussi, dans cet autre champ de coquelicots que j'aime beaucoup, là, par sa structure, on dirait quasiment une peinture abstraite. On notera aussi la vibration des couleurs complémentaires chez Van Gogh, qui le fait de manière très visible, hein, c'est-à-dire qu'on prend les couleurs qui sont diamétralement opposées sur le cercle chromatique et on a un contraste saisissant. Dans la plupart de ces toiles, hein, du coup, on note ce travail autour des complémentaires. Plus tard, chez Vallotton, on a aussi ce jeu-là qui permet de faire vibrer la couleur au cœur de la toile, ici ou là. Hein. Inutile de vous dire ce qu'il y a à regarder dans ces peintures et quel est le phénomène lié à la couleur. Tout ça maintenant n'a plus de secret pour vous. Ce qui est intéressant, c'est de voir dans cette sculpture de Jane Stark
une sculptrice qui utilise comme matériel principal le cutter, la paire de ciseaux et comme matériau le papier. Elle met toujours en place un jeu savant de couleurs. Ce que vous voyez ici, normalement, doit vibrer à l'écran. Ce qui se passe ici, c'est même à peine tenable au regard. Pourquoi est-ce que ça vibre autant? Eh bien, c'est justement lié à ce jeu des couleurs complémentaires. Notre œil, en fixant du bleu, crée de l'orangé. Notre œil, en fixant de l'orangé, fabrique du bleu. Du coup, en fait, l'œil ici est un peu perdu. C'est-à-dire que on fabrique de l'orangé à la place du bleu, mais il est confronté à de l'orangé. On fabrique du bleu à la place de l'orangé, mais il est confronté à du bleu. Du coup, dans ce paradoxe-là, il y a une vibration qui est très très visible dans certaines des sculptures de papier de Jane Stark. Le coloriste Walter, lorsqu'il travaille autour de la couverture des Cœurs solitaires de Cyril Pedrosa, utilise lui aussi un contraste complémentaire, à savoir un magenta éclairci, là opposé à un vert éclairci. Il y a un truc, une astuce pour bien se souvenir des couleurs complémentaires. On pense à la complémentaire du jaune, eh bien on lui oppose les deux autres couleurs primaires mélangées. Les deux autres couleurs primaires pour le jaune, enfin à part le jaune, c'est le cyan, le magenta. On mélange le cyan, le magenta, on obtient le violet est la complémentaire du jaune. Le vert, ici, que vous voyez, c'est un mélange de bleu et de jaune, opposé à l'autre couleur primaire qu'est le magenta. Eh bien, on a une complémentarité des couleurs. On peut noter dans cette peinture de Signac un pointilliste, donc ça vient en bout de course de l'impressionnisme, hein, le pointillisme. En analysant bien cette vue de Venise, on peut noter qu'à chaque petite touche de couleur est associée sa complémentaire. Vous le voyez, les dômes architecturaux ici, vous voyez bien que les touches d'orangé sont opposées aux touches de bleu. Ici, les touches de rouge sont opposées aux touches de vert. Ici, les touches de violet aux touches de jaune. Bref, ici, tout est complémentaire. L'idée, en fait, c'est de faire vibrer, là, justement, la couleur au travers de cette diffraction de la touche. Des peintres plus proches de nous, comme David Hockney, connaissent les usages de la couleur et savent en tirer profit. Ici, avec le contraste des complémentaires qui se joue dans le vert et le rouge orangé, la petite ligne d'orangé ici avec le bleu, et puis il y a, vous le voyez ici, une désaturation des couleurs pour évoquer la profondeur de l'image. Peter Doig, un peintre contemporain dont j'affectionne les compositions, les très grands formats, oppose aussi savamment les couleurs complémentaires dans le but de faire vibrer la surface de ses peintures. L'illustrateur Jordan Spear, dans ces deux images, oppose lui aussi des couleurs complémentaires, les bleus, les orangés. Et il y a, vous le voyez, autour de ces personnages, une vibration qui est vraiment liée là à notre regard, hein, qui fabrique une couleur quand il en observe une autre. Le contraste chaud-froid, tout simplement, il voit s'opposer des couleurs du spectre des couleurs chaudes à des couleurs froides. L'idée, en fait, c'est d'opposer ces deux températures de couleurs pour créer une sorte d'effet de répulsion réciproque qui va mettre en valeur successivement une sensation de chaleur ou une sensation de froid. On a bien ça avec l'incandescence là, du soleil qui se reflète dans la Tamise de cette peinture de Monet. Encore lui, c'est le Parlement de Londres vu dans la brume. Même incandescence avec cette
cette très belle peinture de Jonas Hley, où on voit bien que les lumières de la ville là pourraient réchauffer les marins qui se rapprochent de la cité. On a bien une opposition là de bleu, de vert, de violet et de jaune, d'orangé qui réchauffe la palette. Une peinture ici de Isaac Lévitan où on voit aussi la lumière, certainement la lumière de fin du jour là, euh, filtrée au travers de feuillages. On a la sensation que la lumière là brûle quasiment ces troncs d'arbres, ces troncs d'arbres qui se dressent à la verticale là, dans la toile. Isaac Lévitan pour cette très belle composition. Évidemment, le café en Arles de Van Gogh attire aussi notre envie de se mettre au chaud. Les jaunes, les orangés opposés au bleu, au violet, créent cette sensation si particulière là, de température des couleurs. Même chose ici dans cette illustration du dessinateur israélien Tomer Hanouka. On a vraiment cette sensation là d'être bien au chaud et de regarder par la fenêtre la neige tomber dans un décor de couleurs désaturées et de teintes plutôt froides. Idem pour cette page tirée des Cœurs solitaires dont on a vu tout à l'heure la couverture de Cyril Pedrosa, un de ses premiers livres travaillés en solitaire. Il est à la fois au dessin et au scénario dans Les Cœurs solitaires. C'est Walter qui met en couleur cette page et tout le livre d'ailleurs. On a bien, encore une fois, là, l'idée qu'on est bien quand même de rentrer au chaud quand les couleurs tournent autour des bruns réchauffés, des rouges, des jaunes, des orangés, confrontés, là vous le voyez, à l'image centrale, des couleurs désaturées qui tournent autour des bleus, des verts, des violets. Ce qui est intéressant encore une fois avec la température des couleurs, c'est qu'on va pouvoir jouer justement de la profondeur de l'image avec en exemple ici une peinture du romantique Caspar David Friedrich. On a une mer de glace ici dont la profondeur se joue par des couleurs chaudes en premier plan, des couleurs froides en arrière-plan. Alors pour marquer encore davantage cette idée, on va regarder cette autre peinture là de Paul Klee où on voit bien là que le rouge teinte chaude semble vraiment remonter les plans de l'image, laissant derrière ce quasi camailleux de bleu, hein, c'est-à-dire on a une palette de teintes qui contiennent quasiment toutes un peu de bleu, donc une couleur froide, et on a comme ça cette espèce de jeu de répulsion de la couleur chaude et de la couleur froide. Un exemple un peu scolaire pris dans un manuel de peinture. On a ici un décor et on a ici un pendant coloré via le chaud et le froid de ce décor. Alors je reviens en arrière. Vous voyez en fait ici on a la sensation que les différents plans sont reliés les uns aux autres. Un artiste peut très facilement creuser l'écart entre les différents plans de son image en travaillant sur des teintes chaudes devant, des teintes froides derrière, des teintes saturées devant, des teintes désaturées derrière, et vous allez le voir, hop, ici, avec ce truc, avec cette astuce, on arrive à dissocier deux plans et à créer l'écart entre eux. C'est bon à savoir. On termine avec le 7e contraste, qui est le contraste simultané des couleurs. Il dit que la teinte d'une couleur est toujours influencée par la teinte de la couleur environnante. On l'a vu dans la toute première partie du cours, notre œil, dans la perception d'une couleur, crée toujours sa couleur complémentaire. C'est là-dessus que se base ce contraste simultané. Il faut toujours avoir en tête cette petite phrase. Notre œil, dans la perception d'une couleur donnée,
appelle toujours sa couleur complémentaire. Alors c'est un contraste qui est assez difficile à utiliser du coup parce qu'il est vraiment lié à notre perception. Certains peintres s'en sont servis, parfois consciemment, parfois inconsciemment. Je pense que certains d'entre eux, comme Matisse par exemple, savaient exactement ce qui se passait quand ils confrontaient un rectangle de couleur grise à deux couleurs différentes. Ils voyaient bien que ce gris avait l'air très différent, opposé à un bleu ou opposé à un orangé par exemple. Ils le savaient, ils l'avaient complètement assimilé. À vous de voir ensuite comment vous vous servez, vous, de ce contraste, qui est intéressant mais qui est à peine perceptible, hein, parce que, encore une fois, on passe à côté de l'essentiel la plupart du temps quand on regarde les choses. Quelques exemples glanés du coup dans l'histoire de l'art. Alors, je répète, hein, mais ces artistes n'ont pas forcément utilisé ce contraste intentionnellement. Voilà, c'est important de le dire. Euh, Klimt, Gustave, de son prénom, que vous connaissez surtout au travers de sa période dorée, a aussi réalisé bon nombre de paysages carrés qui flirtent avec l'abstraction. Ça, c'est une peinture que je trouve absolument magnifique et dont la teinte bleu-vert semble vraiment vibrer à la surface là, de l'image. Il oppose là, cette teinte et ces petites touches de couleur bleu-vert éclairci à un gris. Et ce gris, vous le voyez, il prend virtuellement une teinte proche de l'orangé. C'est notre œil qui fabrique cette teinte. Et vous voyez qu'il y a une sorte de vibration qui se crée. C'est vraiment lié à ce contraste simultané des couleurs là. Notre œil, quand il voit une teinte, il crée la couleur complémentaire et il y a une sorte de vibration qui est celle qu'on a vue en tout début de cours et celle qu'on observe dans cette peinture marine très contemporaine de Gustav Klimt. J'en parlais il y a quelques secondes, la leçon de piano par Henri Matisse le voit confronter là un seul et même gris à différents espaces de couleurs. Alors en fixant votre regard sur la frontière qui sépare le vert du gris, ou ici cette bande d'orangé et de gris, en fixant ces deux frontières en deux temps différents, vous allez avoir la sensation en fait que les gris ne sont pas les mêmes. Effectivement, le gris opposé au vert prend une teinte magenta, opposé à l'orangé éclairci. Le gris se teinte d'un bleu proche du bleu cyan. Dans cette action, dans ce geste de Vandal, un artiste qui a remplacé par de la peinture le contenu d'un extincteur à incendie, là, vient créer un spray de colosse dans l'espace public. Ici dans un coin de rue, il va peindre là de manière, comment dirais-je, très aléatoire finalement le décor. Dans son faisceau, il y a un banc, il y a un arbre. Alors l'artiste ne l'a peut-être pas cherché, mais l'effet que crée cet espace coloré est très particulier, puisque quand on le traverse, on enregistre cette teinte, et en sortant de cet espace, eh bien, notre œil ne voit que du magenta. On voit la vie en rose, d'une certaine manière. Vous pouvez en faire l'expérience d'ailleurs en fixant cette tache de vert éclairci. Vous allez voir petit à petit se former une tache magenta autour de la peinture. Un petit peu comme on l'a vu en tout début de cours, là, quand on a observé pendant longtemps du rouge et que notre œil a fabriqué un bleu vert, et bien ici, notre œil, lui, fabrique du magenta. Voilà pour le contraste simultané des couleurs. Vous l'avez compris, en fait, il devient intéressant, ce contraste simultané, quand on oppose une couleur à du gris. En fait, le gris prend virtuellement la couleur opposée de la teinte observée. On va maintenant parler de l'harmonie des couleurs.
L'harmonie des couleurs, c'est comment est-ce qu'on utilise une palette de teintes harmonieuses. Les artistes le font la plupart du temps en mélangeant aux couleurs du réel, aux couleurs observées, une teinte. C'est ce qui fait toute la force de la période bleue de Picasso. Picasso, en fait, dans cette période bleue, il peint le réel finalement avec les couleurs qu'il observe, mais il rajoute en chacune d'entre elles un peu de bleu, ce qui va faire en fait que la palette va être dans une harmonie bleutée. C'est ce qui se passe aussi dans cette image de Manuel Effior, dont on a vu tout à l'heure le petit casque bleu là pour le contraste de quantité. Manuel Effior, là, il mélange un peu de jaune dans chacune de ses couleurs, ce qui va conférer à l'image là une harmonie qui tourne autour du jaune. Même les gris, vous le voyez, ont été teintés légèrement de jaune pour créer une atmosphère estivale à l'image. Dans cette double page là tirée du Divin, une bande dessinée de Tomer Hanuka, on voit bien que chaque couleur a été transformée par le bleu. Tout simplement, dans une vision nocturne de la nature, tout prend la teinte de l'obscurité et donc d'un bleu relatif. Un vert devient vert bleu, un magenta devient violet, un jaune devient vert, et ça explique ici qu'un certain nombre de teintes ont été complètement absorbées. Quand on teinte d'un bleu régulier un ensemble de teintes, eh bien, il n'y a quasiment plus d'orangé, une couleur complémentaire du bleu. Dans cette jeune fille en rouge de Modigliani, il a évidemment pris le soin de teinter chacune de ces couleurs d'un peu du rouge. Nous avons à nouveau une palette ici qui est harmonieuse. Alors ça, c'est un exercice qu'on fait faire souvent aux peintres qui ne savent pas encore manipuler la couleur. On les restreint à une palette très peu étendue, et dans chacune des teintes déposées, on leur propose de mettre à chaque fois la même couleur. Ce qui fait qu'il n'y a pas de dissonance chromatique dans les peintures qui émanent de cet exercice. Quelques cas intéressants. Alors c'est un cas intéressant que je vais vous montrer. Là, on a terminé finalement de voir les contrastes, on a terminé de parler des caractéristiques de la couleur. Là, il y a un cas un peu inclassable que j'aime beaucoup montrer dans mes cours, qui est celui d'un peintre qui au départ est un peintre hyper réaliste américain dans les années 60-70, il s'appelle Chuck Close. Il réalise de très grands portraits de ses proches, de manière à nous confronter à une image qu'on ne peut pas percevoir en fait avec notre seul regard. C'est-à-dire que l'hyperréalisme, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on fait pour proposer quelque chose qui va plus loin que le réel. L'hyperréalisme. L'idée de confronter le spectateur à un portrait qui est très très grand, eh bien c'est rentrer quasiment dans le détail du visage, par un grossissement qui n'est pas perceptible par l'œil. Voilà. Du coup, en fait, le portrait se transforme là en un espèce de paysage dans lequel on peut aller voir chaque point noir du modèle. On peut dénombrer chaque élément du visage, on peut compter les cheveux, etc. etc. À un moment, Chuck Close va emprunter dans sa carrière un autre tour qui est plus lié à la perception des couleurs. Et vous allez le voir dans les trois portraits que je vais vous montrer, l'artiste manipule avec un talent assez incroyable la couleur et ses mélanges optiques. Vous le savez, le peintre peut mélanger sur sa palette plusieurs teintes pour en obtenir d'autres. Ici, Chuck Close, lui, ne mélange pas
ces teintes sur la palette, mais il les mélange en les rapprochant et en faisant confiance à l'œil du spectateur qui va, à distance, fondre finalement ces couleurs entre elles pour obtenir de nouvelles teintes. C'est ce que vous voyez ici, en fait. C'est-à-dire que si on analyse chaque élément de la mosaïque qui constitue ce portrait, eh bien, on peut voir que les carrés, les rectangles qui constituent cette image sont constitués de formes assez organiques, des espèces de cercles faussement rigoureux, de cellules. On a des espèces d'ellipses un peu molles. Tout ça est très organique, très cellulaire. Et chaque carré, chaque rectangle constitué de ces cellules de couleurs et bien présente justement des couleurs très différentes qui, mélangées entre elles optiquement, vont nous donner à distance l'illusion d'autres couleurs. C'est assez saisissant, hein, la manière dont Chuck Close là, utilise la couleur. Il faut imaginer qu'il y a finalement dans chacun de ces carrés, dans chacun de ces rectangles, un jeu savant de pourcentage de chacune de ces couleurs pour nous donner un mélange optique à la couleur voulue. Si vous vous éloignez considérablement de votre écran d'ordinateur, là vous allez pouvoir observer un portrait qui se tient en termes de réalisme des couleurs. Quand on s'en approche, par contre, vous le voyez, aucune d'entre elles n'est proche de la couleur réelle de la peau. Même chose ici dans un autoportrait. On retrouve cette même diffraction de la touche. Alors cette fois-ci, la grille de cette mosaïque n'est plus une grille à l'horizontale, à la verticale. On a juste ici des diagonales. Mais on retrouve cette grille-là de pixels quasiment. Même image pixelisée. Alors c'est de la peinture, hein, c'est pas du tout un travail numérique que Chuck Close fait. Entre parenthèses, le mot pixel vient de la contraction de deux mots. Pix vient de picture, L vient de element. Un pixel, c'est la plus petite unité d'une image. Picture, element, pixel. Dans cette pixelisation un peu organique de l'image, là vous le voyez, Chuck Close arrive à manier incroyablement le mélange des couleurs optiques. Et puis il s'amuse évidemment à truffer là, ces petits carrés, ces petits rectangles de formes organiques qui vont à l'encontre même de cette logique très architecturée là et de ce réseau orthonormé. Voilà pour Chuck Close. Un chapitre court, mais il me semblait intéressant pour vous de voir comment est-ce qu'on passe de la théorie à la pratique. Pour ce faire, moi j'ai sorti là de mon ordinateur trois propositions, trois travaux que j'ai réalisés et qui n'auraient pas pu être réalisés sans cette conscience-là de la couleur et sans ce jeu théorique des interactions des couleurs entre elles. Alors pourquoi je vous montre certaines de mes images? Tout simplement parce que je vais vous montrer comment j'ai pu agir dans ces images de manière très lisible. On n'a pas la chance malheureusement d'avoir des documents qui présentent les différentes étapes du travail des artistes qui manipulent la couleur. Bon là c'était assez simple de regarder dans mon ordinateur 2-3 exemples qui pourraient vous parler et vous dire, voilà, vous voyez que la couleur c'est un jeu et si on la manipule consciemment, on peut parvenir à nos fins. Un premier exemple d'une illustration que j'ai réalisée pour la revue Pandora de l'été dernier. C'est une revue qui est éditée par Casterman. Dans une série de 4 images, là, il était important pour moi de structurer l'image par la couleur. Alors vous allez le voir, il y a différentes étapes qui me permettent de parvenir à mes fins. Au départ, mon image est travaillée en niveau de gris. Et ensuite, je vais passer de ces niveaux de gris à une mise en couleur, j'ai envie de dire, naturaliste.
à ce stade-là de la mise en couleur, il y a déjà quelques contrastes que je mets en place. D'abord, je veux un décor assez clair pour que notre regard soit dirigé vers les parties les plus sombres de l'image, à savoir ces deux vieux messieurs qui sont dans le souci du détail d'une peinture qui est déposée là sur le mur de fond de cet espace, qui est un musée, une galerie, on ne sait pas trop. Et dans un deuxième temps, une fois que j'ai travaillé autour des couleurs, je dirais réalistes, des couleurs qui se rapprochent du réel, je vais essayer d'extirper un maximum le centre d'intérêt de mon image, à savoir ce groupe de personnages, ces deux vieillards et cette jeune fille nue qui est peinte, avec un fond, là vous le voyez, d'un rouge orangé chaud. L'idée en fait c'est de refroidir encore un peu plus tout le reste pour ramener encore un peu plus le regard au centre de l'image. Alors voilà ce que je fais. Hop, je teinte l'ensemble des couleurs qui entourent ce que j'appelle le centre d'intérêt de mon image pour le mettre en relief au mieux. Ici, j'utilise du coup le contraste chaud-froid et le contraste clair-obscur pour que le lecteur, la lectrice, ne passe pas à côté finalement du centre d'intérêt de l'image. C'est quelque chose que je peux faire aussi souvent lorsque j'ai des commandes de portraits photographiques. Ici, pour le comédien, l'acteur Pierre Ninet, que j'ai pris en photo il y a de ça 3 ou 4 ans près du palais de justice à Nantes, alors qu'il venait pour faire la promotion d'un de ses films. En général, quand je suis appelé sur ce type de commande, je ne sors pas les grosses lumières, je fais les choses de manière assez brute dès le départ, mais avec une image de bonne définition. Et puis ensuite, tout le travail se fait dans mon atelier numérique via Photoshop. Là, quand j'ai regardé mon image de retour chez moi, j'ai vu qu'il y avait quelques petites choses qu'il fallait que je corrige. La première des choses, c'était d'extirper Pierre Ninet là, du décor et surtout de le mettre davantage en contraste avec celui-ci. Alors voilà les deux étapes que je travaille avant d'arriver à l'image finale. D'abord, je vais éclaircir le décor et assombrir le personnage lui-même. Et puis je vais aussi, vous allez le voir parce que je vais revenir en arrière, en fait en éclaircissant le décor, je vais aussi le refroidir. Regardez par exemple la teinte du sol. La teinte du sol prend une teinte bleutée. En tous les cas, l'orangé de la lumière du palais de justice là se transforme en un gris chaud, légèrement refroidi par le bleu du décor. Et au contraire, je viens ramener un peu de température chaude à l'intérieur de la silhouette pour extirper Pierre Ninet du décor et faire qu'on ne soit pas parasité par autre chose que cette silhouette. Lorsque j'étais étudiant, je me suis intéressé à un moment aux peintures de certains artistes qui représentaient le pape. Il se trouve qu'à l'époque, on avait un pape qui s'appelait Jean-Paul II, qui proférait pas mal d'inepties lorsqu'il était en déplacement à droite et à gauche. Moi, j'ai une image de ce pape qui est celle d'un homme qui continue à prêcher ses inepties alors qu'il est littéralement en train de mourir, quoi. C'est-à-dire que son discours était inaudible tant dans les idées parfois que dans sa manière même de parler. Et du coup, j'ai voulu faire un portrait de notre pape de l'époque, comme l'ont fait des artistes comme Titien, David ou encore Velázquez. Et l'idée, c'était de faire une peinture qui puisse vieillir rapidement dans le temps,
pour exprimer justement ce pape vieillissant qui allait vers sa destinée tragique. J'avais appelé la peinture "Les oiseaux se cachent pour mourir", et l'idée ici c'était d'utiliser pour les carnations, c'est-à-dire pour certaines parties des couleurs de la peau, un jaune de plomb qui, je le savais, dans le temps vieillissait très mal. En fait, le jaune de plomb, dans le temps, il tourne au vert. Et l'idée ici, c'était justement d'accélérer le processus de désaturation de la couleur pour évoquer le fait qu'on avait affaire à un pape vieillissant qui allait évidemment bientôt passer de l'autre côté. J'ai pris du coup cette photo là à plusieurs étapes de son vieillissement, mais vous le voyez hein, déjà en 3 ans en fait la peinture a considérablement perdu en éclat jusqu'à arriver en fait à une sorte de gris vert définitif, hein, c'est-à-dire qu'à un moment le jaune de plomb ne va pas plus loin que ce qu'il peut perdre en saturation. Un dernier exemple avec une image qui comprend, vous le voyez là, une foule de personnages pour un livre en projet. Dans cette image, si je veux diriger le regard du lecteur ou de la lectrice vers les personnages importants de l'image, eh bien, il va falloir que j'utilise des trucs qui sont liés à la couleur et, entre autres, quelques-uns des contrastes que j'ai partagé avec vous dans ce cours. Je pars comme la première image là d'une version en niveau de gris que je vais teinter avec des teintes du réel, si je puis dire. Hein. Bon, l'idée là, c'est évidemment de me rapprocher de teintes réalistes, mais pas que, hein, parce que les personnages ont des faciès qui me permettent de m'amuser aussi avec la couleur, mais je propose en tous les cas une version, je dirais, diurne de mon image. Une lumière, je dirais, de jour. À ce stade-là de l'image, les personnages sont encore les uns collés aux autres et on ne sait pas trop où regarder finalement, on ne sait pas trop sur quel personnage s'arrêter. Alors il y a ce personnage là avec sa tête rose là, enfin magenta là, qui est au centre de l'image en haut. Personnage que j'ai appelé Hans Memling, du nom d'un peintre flamand. Celui-ci, on le voit bien là parce que effectivement ce magenta attire notre regard, mais il y a aussi d'autres couleurs hein, qui attirent notre regard dans cette image. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais désaturer toutes les parties de l'image qui m'intéressent moins, pour révéler les parties qui m'intéressent le plus. Alors dans un premier temps, hop, c'est ça que ça fait. J'assombris en fait les parties de l'image qui m'intéressent moins, et je les désature. Et puis ensuite, parce que là on commence déjà à voir se détacher quelques personnages, et entre autres ce personnage là à la teinte jaune, et puis ce personnage féminin qui lui fait face, avec son maquillage là, qui joue sur le contraste de quantité là. L'idée c'est de continuer en fait à charger mon image de teintes qui vont permettre de les distinguer encore davantage. Alors maintenant que j'ai désaturé et que j'ai assombri, et que je veux faire exister davantage les jaunes et les orangés de mes deux personnages, eh bien je vais mettre des bleus et des violets partout ailleurs. Hop. Et vous le voyez de manière assez, comment dirais-je, assez technique et subtile, je vais réussir à hiérarchiser les différentes informations de mon image par la couleur. Ici, tout est fait dans cette image pour qu'on voit chacun des personnages, mais qu'en un premier temps, on observe les deux personnages qui sont pour moi ici le centre d'intérêt de l'image. Bien, merci à vous d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur l'art de la couleur, son maniement. J'espère qu'elle vous aidera dans vos travaux respectifs. Et puis que vous allez surtout vous amuser avec les 7 contrastes et tout ce que vous avez pu engranger d'informations via cette vidéo.
J'espère que de votre côté tout va bien, que vous vous portez, au mieux dans ce deuxième confinement qui, je l'espère, est plus doux que le premier. On se retrouve, nous, de toute façon, en numérique, dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et puis je l'espère, au plus tôt dans la vraie vie avec nos masques, mais au moins on pourra, échanger, et dialoguer, de manière plus simple qu'avec ces nouvelles pratiques. Je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous. Ciao!